Roche, monsieur le directeur, messieurs, mesdames, les étudiants de Sciences Po Strasbourg. C'est un honneur de vous savoir ici pour cette première conférence de la Semaine de l'Europe. J'ai le plaisir d'introduire cette semaine au nom de tous les pôles européens, Pauline, Enzo, ici présents, et également une petite pensée à Lénaï qui est actuellement au Parlement européen pour faire les derniers détails logistiques pour cet après-midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette conférence inaugurale de la Semaine de l'Europe 2023 et je laisse maintenant la parole à monsieur le directeur qui va vous faire un petit mot introductif. Rassurez-vous, je vais être très bref car j'ai beaucoup moins de choses intéressantes pour vous dire que les deux invités de la conférence inaugurale de ce matin. Non, je voulais simplement d'abord remercier chaleureusement Chloé Ridel et Pierre Arroche d'être avec nous ce matin. Donc pour une semaine européenne qui est la 30e édition. Donc ça fait 30 ans que à Sciences Po Strasbourg, il y a effectivement cette semaine européenne annuelle. Alors, elle a été effectivement, pendant la pandémie, un peu bousculée. Nous avons fait des semaines européennes en vidéo et je suis aussi très, très heureux, effectivement, on puisse effectivement se retrouver ici dans ce grand amphi de Sciences Po et que cette semaine européenne reprenne aussi le chemin du Parlement européen. Donc, les après-midi, vous allez pouvoir y travailler. Donc, il y a à la fois... c'est classique dans la semaine européenne, à la fois des conférences effectuées par des experts, des chercheurs, des personnalités politiques, et puis effectivement les commissions de travail. Beaucoup de travail au cours de cette semaine, puisque le thème de cette semaine européenne, c'est l'Europe face aux nouveaux désordres du monde. Et les désordres du monde, les nouveaux désordres du monde, c'est comme les sujets de mécontentement. Il y en a plus qu'on ne saurait les compter. Mais effectivement, vous avez su repérer effectivement des défis majeurs, à la fois, j'allais dire, institutionnels, climatiques, politiques, autour des questions de démocratie et de liberté, une des caractéristiques aujourd'hui, et puis évidemment les questions de sécurité, les questions militaires qui nous préoccupent tant en ce moment. Question aussi, celle de souveraineté, de l'Europe. Alors, souveraineté non pas au sens de Bedin, mais au moins celle d'autonomie et d'indépendance. Quand on voit les difficultés que nous pouvons avoir parfois à avoir un certain nombre de médicaments, de terres rares, de composants électroniques, la question effectivement se pose. Voilà, multiples défis auxquels nous devons faire face, auxquels vous, plus jeunes, vous devrez faire face aussi. Et il me semble que c'est effectivement l'une des caractéristiques de Sciences Po Strasbourg que de chercher à nous doter tous collectivement, étudiants, enseignants, chercheurs, d'instruments d'analyse pour mieux agir dans un monde effectivement de plus en plus incertain. Je vous remercie, je remercie encore les intervenants de ce matin. Je vous souhaite une bonne semaine de travail. Je pense qu'elle va être effectivement extrêmement riche et que vous saurez en tirer tout le profit. Bonne semaine, bon travail. Merci encore. Comme l'a rappelé monsieur le directeur, cette année est pour nous particulière puisque nous fêtons un anniversaire, les 30 ans de la Semaine de l'Europe. Donc de nombreuses voix très prestigieuses se sont succédées au fur et à mesure des années, parmi lesquelles nous avons eu François Hollande, Clément Beaune, Gérard Arnault, Hubert Védrine, etc. Et donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir réussi à établir un partenariat durable entre l'école de Sciences Po Strasbourg, les associations du BDE et de Sciences Po Forum, et bien sûr le Parlement européen.
Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir une situation sanitaire qui nous permet de retourner dans cette institution qui symbolise la démocratie au sein de l'Union. De plus, la Semaine de l'Europe constitue un moment phare de votre scolarité. Les journées rythmées par des conférences en compagnie d'experts dans leur domaine, suivies ensuite de débats en commission, vous permettront, je l'espère, de prendre conscience des enjeux auxquels font face le continent. Cette Semaine de l'Europe est pour nous l'accomplissement de plusieurs mois de travail collectif et nous espérons qu'elle sera à la hauteur de vos espérances. En tout cas, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous dévoiler ce projet. Donc, comme l'a rappelé le directeur, cette année, le thème principal sera l'Europe face au nouveau désordre du monde. Évidemment, cette thématique s'inscrit dans un contexte global et très actuel entre crise climatique, crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation ou encore inégalité croissante. Nous avons essayé lors de cette semaine de couvrir un maximum d'enjeux et de thématiques en parlant d'écologie, d'environnement, de développement, d'économie, de démocratie et de liberté ou encore d'enjeux institutionnels. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une thématique sur lesquelles les États sont encore divisés, celle de la défense européenne. C'est donc pour aborder ces enjeux d'unité stratégique et militaire au niveau européen que nous avons la chance et le plaisir de retrouver Madame Ridel et Monsieur Haroche. Alors, comme Chloé vient de vous le dire, pour cette conférence inaugurale, on a ce que la méritocratie républicaine fait de mieux, puisque Madame Ridel Eténard, qui travaille aujourd'hui au ministère de l'économie et des finances, et que Monsieur Haroche est normalien, rue d'Ulm. Donc on a les deux plus grandes écoles de la République française qui sont représentées dans cette conférence inaugurale. Donc on peut passer rapidement sur votre présentation, si vous le voulez bien. Alors, Madame Ridel, comme je viens de vous le dire, vous êtes énarque, vous travaillez au ministère de l'économie et des finances. Vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau, vous vous intéressez à ce titre aux questions européennes. Vous êtes aussi présidente d'une institution qui s'appelle Mieux voter, qui s'intéresse aux questions de la démocratie, de l'élection et du vote. Et enfin, vous avez publié il y a peu un livre qui s'appelle L'Europe d'une guerre à l'autre, et qui fait le parallèle entre la sortie de guerre en 1945 et la situation aujourd'hui et l'avenir d'une sortie de guerre en Ukraine et ce que ça peut apporter au continent, ce que ça devrait lui apporter nécessairement. Et Monsieur Haroche, vous, comme je viens de vous dire, vous êtes normalien, rue d'Ulm, doctorant, vous êtes docteur en sciences politiques. Vous avez travaillé au ministère des Armées pour l'Institut de la recherche stratégique et vous vous intéressez particulièrement aux questions de la sécurité européenne et de l'intégration européenne. Et donc vous avez publié, vous aussi, un livre médiatique qui s'appelle Le goût de l'Europe et qui est une compilation de très grands textes européens qui parlent de l'Europe aussi et qui nous parlent de cette identité européenne que parfois on oublie et que d'autres continents, d'autres auteurs nous rappellent et qu'on doit cultiver ensemble. Et cette première question fait un peu le lien entre vos deux ouvrages, peut-être, c'est aujourd'hui, dans la situation qui est à jour, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, la possible sortie de cette guerre, ce que ça devra apporter au continent, Madame Ridel, et ce que ça devra apporter à l'identité européenne, comment est-ce que ça va pouvoir façonner peut-être une nouvelle identité européenne, quelles sont les grandes impulsions à donner au continent sur cette question-là. Merci pour cette question qui contient beaucoup de choses et merci pour votre invitation. Moi, je suis très heureuse d'être là ce matin. C'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir à Strasbourg. Et sur un thème aussi ambitieux que celui que vous avez choisi pour inaugurer cette semaine de l'Europe. Alors, sur votre question, moi, vous l'avez dit dans mon livre, je l'ai appelé d'une guerre à l'autre et je considère que cette guerre en Ukraine que nous vivons est un moment de bascule pour l'Europe, est un moment profondément européen, plutôt qu'occidental. C'est un moment où l'Europe est mise à l'épreuve et au défi. Déjà parce que cette guerre, elle nous a mis une immense claque dans la figure. Nous n'avons été capables ni de la prédire, ni de l'empêcher, ni de la contrer efficacement, puisque si les États-Unis n'étaient pas venus au secours de l'Ukraine, je pense que peut-être l'Ukraine n'existerait plus en tant qu'État indépendant aujourd'hui. Donc cette guerre, elle nous a tendu un miroir assez douloureux, où on a pu contempler l'immensité des faiblesses qui avaient été les nôtres. Rappelez-vous, le 24 février 2022, c'était il y a même pas un an, on pensait qu'on allait être condamné à assister en 3 jours
au meurtre d'un président démocratiquement élu, qui était le président Zelensky. On pensait que l'Ukraine allait s'effondrer. Et finalement, ça n'est pas ce qui s'est passé, mais à travers cette idée-là et cette sidération, on a quand même pu prendre conscience de la faiblesse qui avait été la nôtre et qui résultait ça fait référence au titre de votre conférence, des divisions. Ça a résulté, cette faiblesse vis-à-vis de la Russie, de nos divisions largement. On a été divisés vis-à-vis de la Russie, on n'a pas su voir la menace que représentait l'impérialisme russe à nos frontières. On a laissé grandir au sein même de l'Europe des forces, principalement d'extrême droite, qui relayaient la propagande poutinienne sur notre sol, c'est-à-dire une propagande dirigée vers la critique d'une Europe décadente, rongée par le multiculturalisme, par l'immigration, par ce qu'ils appellent la propagande LGBT, toutes ces choses-là. C'est le cœur de la propagande poutinienne depuis 15 ans. On avait des forces politiques, financées d'ailleurs par Poutine, qui sur notre sol relayaient abondamment cette propagande. Et puis on a eu une attitude de l'Europe vis-à-vis de Poutine, divisée avec d'un côté nous, la France par exemple, qui, y compris après 2014, donc après que Vladimir Poutine ait annexé la Crimée, on a continué de livrer des armes. D'accord ? Donc il y avait eu François Hollande qui avait pris cette décision symbolique d'arrêter la livraison de Rafale, d'avions Rafale, mais on a continué de livrer d'autres armes sous le prétexte que c'était des contrats qui avaient été conclus avant 2014 et qu'on faisait qu'exécuter. Donc on a continué d'exporter des armes. On a aussi, avec le président Macron, à partir de 2018, essayé de faire une politique de reset vis-à-vis de Vladimir Poutine en l'invitant à Versailles, en l'invitant au fort de Brégançon, en essayant de dire que la Russie était une puissance européenne, qu'il fallait qu'elle revienne en Europe. Tout ça, c'est des objectifs qu'on peut partager, mais ça a été, et à juste titre, qualifié de naïf par un certain nombre de pays d'Europe centrale et orientale, puisqu'on essayait d'être amis avec quelqu'un qui passait son temps à nous faire déjà la guerre, une guerre hybride, avec notamment des tentatives de déstabilisation de nos démocraties, de nos réseaux sociaux, de l'élection même du président Macron en 2017 qui avait été perturbée par des bots russes, etc. sur Twitter. Bon. Donc ça, c'était l'attitude de la France. Il y avait l'attitude de l'Allemagne aussi, qui n'en a jamais démordu sur la construction de cet énorme gazoduc, d'accord, qui s'appelait Nord Stream 2 et qui devait relier la Russie à l'Allemagne et qui aurait augmenté par 2 les livraisons de gaz russe à l'Europe, alors même qu'on savait depuis très longtemps que le gaz était, pour Vladimir Poutine, une arme contre nous, qu'il avait utilisée, et puis une arme qu'il avait utilisée déjà contre l'Ukraine, contre la Tchétchénie, contre la Moldavie, donc on savait qu'il pouvait utiliser le gaz comme une arme, et pourtant, en février 2022, l'Europe était déjà dépendante du gaz russe à hauteur de 40%, et avec Nord Stream 2 porté par l'Allemagne, cette dépendance aurait augmenté. Et l'Allemagne, jusqu'au mois de février, a continué à dire « Mais non, mais ce gazoduc Nord Stream 2, c'est un projet privé. » Tellement privé que Vladimir Poutine s'en est servi comme d'une arme de chantage. Donc il y a eu des divisions, voilà, l'Allemagne qui a joué son propre agenda, la France, et ça nous a conduit à la situation qu'on connaît. Néanmoins, on a quand même su réagir. Et dès les premiers jours de la guerre, on a pris des décisions, on a levé des tabous. Très très rapidement, on a pris des sanctions très ambitieuses. Et même si on se rappelle, alors ça nous paraît très loin maintenant, mais il a notamment été question d'exclure la Russie d'un système de paiement qui s'appelle SWIFT, notamment toutes les banques russes. L'Allemagne a essayé de dire non, non, on ne va pas faire ça, et en l'espace de 2 jours, toutes ces oppositions ont été balayées. On a pris l'initiative d'exporter, de financer l'exportation d'armes létales avec le budget européen vers l'Ukraine, alors que c'est interdit par les traités européens. L'Allemagne a pris la décision, effectivement, d'exporter aussi des armes létales dans un pays en guerre, ce qui était contraire à sa loi fondamentale, l'équivalent de sa constitution. Donc voilà, on a pris des décisions effectivement rapides et très importantes. On a su se ressaisir. Et puis il y a aussi ce que vous parlez de l'identité. Je crois qu'il y a
À travers cette guerre en Ukraine, on a compris ce qu'être européen voulait dire. Depuis 30 ans, depuis plus que ça, on essaie patiemment d'essayer de susciter un sentiment d'appartenance à l'Europe sans savoir comment. Et là, je crois que devant le spectacle de ces gens prêts à mourir, non seulement pour rester indépendants en tant que nation, mais aussi pour appartenir à l'Europe, appartenir au mode de vie européen, avoir les droits dont nous jouissons, etc. On a compris que être européen, c'était ça. C'était un modèle de civilisation qui ne se définissait pas par le prisme de la race ou de la religion, parce que aussi depuis 10 ans, on a des extrêmes droites, des droites identitaires en Europe qui nous expliquent qu'être européen, c'est être blanc et chrétien, et que pour cette raison, il faut se protéger notamment de l'immigration musulmane et des droits des personnes homosexuelles, enfin, en reprenant là un peu la propagande de Vladimir Poutine. Cette guerre nous a permis de... Ouais. Cette guerre nous a permis de réaliser qu'être européen, c'était appartenir à un mode de vie, un ensemble d'institutions, un ensemble de droits, un ensemble de fonctionnement de l'économie, etc. Donc il y a un sentiment d'appartenance à l'Europe qui a trouvé à s'exprimer en même temps qu'un attachement à la nation. Et ça, c'était inédit. On aime la nation et en même temps on aime l'Europe. Et d'ailleurs, on aime l'Europe parce qu'on aime sa nation. Et ça, c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire, parce que depuis 1945, c'était plutôt soit l'un, soit l'autre. Il fallait soit choisir l'amour de la nation, soit l'amour de l'Europe. Et là, on peut avoir les deux en même temps. Donc, ça nous a permis de réagir, de nous ressaisir, de voir que le monde, on était relativement seul face à la Russie. Quand on regarde les pays qui sanctionnent la Russie à travers le monde, ça n'a pas évolué depuis 2014. Ceux qui sanctionnent la Russie en 2022 sont les mêmes que ceux qui sanctionnaient déjà la Russie après l'annexion de la Crimée en 2014. Donc il y a eu une montée en intensité des sanctions, mais pas en périmètre. Donc on est relativement seul pour défendre ce cœur de valeurs qui constitue le modèle européen. Et ça ne nous empêche pas d'être divisés, notamment sur la question de la défense. Je pense que Pierre en parlera mieux que moi. Mais on a vu que, sur la question de l'Europe, de la défense et de l'avenir de la défense européenne, moi je pense que cette guerre a plutôt éloigné la perspective d'une défense européenne indépendante plutôt qu'elle de la rapprocher. Pourquoi ? Parce qu'elle a renforcé l'OTAN, et à l'intérieur de l'OTAN, les États-Unis, qui ont montré qu'ils savaient défendre l'Ukraine plus rapidement, plus fort et mieux que nous. Et si demain l'enjeu pour la France, c'est d'avoir une défense européenne autonome, qu'est-ce que doit faire la France ? Elle doit montrer que, comme c'est la seule puissance nucléaire qui reste au sein de l'Union européenne, il y a aussi le Royaume-Uni, elle doit montrer qu'elle est aussi crédible que les États-Unis et aussi forte pour défendre ceux qui sont privés de l'arme nucléaire, les Polonais, les Lituaniens, je ne sais pas. Or, moi, si j'étais polonais aujourd'hui, si j'étais allemand, j'aurais un petit doute, vu l'attitude qui a été la nôtre pendant toute cette guerre et depuis le début de ce conflit. On a le président Macron qui a essayé d'abord de parlementer avec Poutine, qui s'est fait humilier puisque l'autre il prenait ses appels depuis sa salle de sport, qui ensuite, récemment, a appelé à donner des garanties de sécurité à la Russie, alors que je ne crois pas que la Russie soit menacée dans son intégrité territoriale par les pays baltes ou l'Ukraine. Donc, si vous voulez, tout ça, et puis aussi les atermoiements dont on a fait preuve dans l'envoi d'armes à l'Ukraine, on a du mal à se défaire. On envoie des canons César, on envoie des choses comme ça, mais quand on regarde concrètement les chiffres, on a envoyé beaucoup moins d'armes, y compris en pourcentage de PIB, que des pays comme la Lituanie, quoi. Et je ne parle même pas des États-Unis. Donc en matière de crédibilité de défense, je ne suis pas sûre que cette guerre ait contribué à renforcer la crédibilité qui est la nôtre. Or, si demain une défense européenne doit se construire, elle devra se construire notamment autour du parapluie nucléaire français. Donc il faut que tous les partenaires européens aient la conviction profonde, intime, que quoi qu'il arrive, nous, la France, nous les défendrions. Et je ne suis pas sûre que, à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, ils puissent avoir cette conviction. Et donc je pense que, même si ils se disent que oui, Trump demain peut revenir au pouvoir, que finalement les États-Unis peuvent se détourner de l'Europe, etc., ils considèrent que le parapluie américain est plus crédible. Et donc ça n'est pas, pour moi, ça n'est pas une bonne nouvelle.
Parce que moi, je crois que la sécurité des Européens ne doit pas dépendre de ce que votent les électeurs américains. Il faut qu'on soit capable de se défendre nous-mêmes, d'avoir une industrie de défense indépendante. Alors là-dessus, on a fait quand même des progrès. Mais le problème, c'est que si on renforce comme ça l'OTAN, et si on est dans une solution 100% OTAN pour la défense européenne, on dépend des priorités stratégiques américaines, notamment vis-à-vis de la Chine, du Pacifique, qui ne sont pas tout à fait les nôtres, je crois. Donc là, il y a un vrai problème, effectivement, et on n'a pas la même vision, notamment avec des pays comme l'Allemagne, mais aussi des pays comme la Pologne, sur ce que veut dire la défense européenne et la façon dont elle doit éventuellement être autonome de l'agenda stratégique américain. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Bon, pour reprendre la même question, donc si je me souviens bien, c'est ce que la guerre fait à l'identité européenne et à la construction européenne. Donc merci beaucoup pour cette question, merci beaucoup pour le plaisir d'interagir avec vous. Je voudrais insister au-delà de la guerre sur un point général qui est que le monde, la compétition internationale est un moteur très important de ce qui se passe en Europe. Vous avez eu la gentillesse de parler de cette anthologie en disant l'idée européenne vue de l'extérieur. Et évidemment, effectivement, c'est quelque chose que j'ai voulu mettre en avant dans cette anthologie, qui est une anthologie littéraire, mais qui est comment est-ce que l'Europe et l'idée européenne est perçue par des gens qui se considèrent comme non-européens, mais qui ont une vision de l'Europe. Et en fait, ça, c'est une réalité qui n'est pas simplement culturelle, ou littéraire ou identitaire, mais je pense que c'est une réalité politique. L'exemple de la guerre en Ukraine en est un, mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il ne faut plus penser, je pense, la construction européenne comme une construction endogène où les Européens, avec un objectif à eux, forment la maison de leurs rêves, mais il faut la penser comme un forgeage, c'est-à-dire des forces extérieures qui ne dépendent pas du tout de nous, dont beaucoup sont d'ailleurs en position de menace ou d'agressivité par rapport à nos intérêts, eh bien, nous contraignent, nous orientent dans des directions qui ne sont pas nécessairement les directions les plus naturelles pour nous et encore moins pour la construction européenne. Mais c'est l'état dans lequel on est. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, il y a des choses, je ne vais pas reprendre les choses qui sont très communes avec ce que Chloé a dit. Je voudrais simplement présenter peut-être les choses en 3 points par rapport à la guerre. Je dirais que cette guerre, si on veut l'analyser, c'est une guerre totale, c'est une guerre de haute intensité, et c'est aussi, et j'essaierai d'être un peu complémentaire par rapport à ce que Chloé a dit, civilisationnelle. En tant que guerre totale, ça veut dire que c'est une guerre qui ne se joue pas uniquement sur le front militaire, mais sur l'arrière, sur tous les aspects de la puissance. On l'a vu, bien entendu, Chloé en a déjà beaucoup parlé avec la question des sanctions, mais aussi avec cet aspect à un 2e degré, c'est-à-dire comment s'adapter à un monde dans lequel on fait des sanctions, comment se dégager de la dépendance énergétique, comment prendre en compte la question de la sécurité alimentaire, comment prendre en compte la réorientation des échanges internationaux à l'extérieur entre la Russie et la Chine, etc., dans le cadre de ce conflit. Donc ça veut dire que le terrain économique, commercial, les investissements, les technologies, l'énergie, ce sont des théâtres à part entière du conflit. Pourquoi est-ce que c'est intéressant du point de vue de la construction européenne? Parce que la construction européenne, c'est une construction économique. On l'a dit, l'Union européenne n'est pas un acteur extrêmement fort sur le plan militaire, qui aurait une armée européenne et des forces avec une autorité et une chaîne de commandement centralisée. En revanche, c'est un acteur qui a des compétences importantes et relativement centralisées dans le domaine économique, dans le domaine commercial, dans le domaine financier, dans le domaine des investissements, etc. Et donc, si ces secteurs économiques deviennent des champs de bataille, eh bien ça veut dire d'une certaine manière que ce n'est pas tant l'Europe qui va vers la défense, c'est la défense qui va vers l'Europe. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est intéressant en termes d'interaction, c'est-à-dire que d'une certaine manière, le monde rapproche les enjeux de la puissance du terrain sur lequel l'Union européenne était déjà avant, mais pour des raisons qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire de régulation du marché intérieur à des fins essentiellement économiques. Mais ça veut dire que des questions
qui auparavant étaient traités par l'Union européenne sous un angle essentiellement du bénéfice économique, en théorie des relations internationales, on dit des gains absolus, c'est-à-dire qu'on cherche à s'enrichir, à avoir un meilleur bien-être, et bien maintenant on les envisage de plus en plus en termes de rapport de force. En théorie, on dirait des gains relatifs, c'est-à-dire qui est plus puissant que l'autre, qui peut imposer ses conditions à l'autre, qui peut faire pression sur l'autre. Et donc, en un sens, c'est le monde qui va vers l'Europe, mais aussi ça veut dire que l'Europe, avec des instruments traditionnellement économiques, les pense de plus en plus dans une perspective stratégique. Et ça veut dire que cet acteur de l'Union européenne, qui historiquement est un acteur qui, afin de se construire lui-même, valorise les échanges, valorise l'interdépendance, et bien là, envisage de plus en plus l'échange international, les échanges transnationaux comme des risques, et envisage de plus en plus l'interdépendance internationale comme une source de vulnérabilité face à laquelle il faut se protéger. Et là, vous voyez toute l'ambiguïté du phénomène, c'est-à-dire que oui, ça a investi de l'identité de l'Europe, puissance économique, mais ça la transforme aussi. Et cet acteur qui a souvent été considéré comme, et parfois critiqué, comme un relais de la mondialisation, un marchepied de l'ouverture vers les échanges mondiaux, eh bien, est obligé, en grande partie, de penser ces échanges comme des armes. Alors ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Et beaucoup des mesures qui vont dans cette direction ont été prises déjà et pensées vis-à-vis de la Chine. Un moment un peu charnière, c'était la stratégie de l'Union européenne de 2019, de mars 2019 vis-à-vis de la Chine, qui a tout un programme un peu, disons, d'approche plus stratégique des politiques économiques, de contrôle des investissements, de contrôle des infrastructures 5G dans une perspective de sécurité, avec un programme qui a été avancé depuis de contrôle des subventions des États tiers sur de l'impact de subventions d'États extérieurs à l'Union européenne sur le marché intérieur, en particulier lorsque des puissances extérieures cherchent à gagner par ces subventions de l'influence politique et stratégique sur l'Europe. Donc il y a tout un programme qui avait pensé initialement vis-à-vis de la Chine, et en fait dans le sillage des États-Unis, qui a été considérablement renforcé par la crise Covid, parce que la crise Covid a mis en avant toutes les vulnérabilités, a mis en lumière toutes les vulnérabilités sur les chaînes de production internationales qu'on envisageait largement d'un point de vue théorique auparavant. Et bien entendu, la guerre en Ukraine, avec son lot de sanctions et d'effets en retour des sanctions et du découplage économique avec un acteur comme la Russie, ne fait qu'accentuer le processus. Donc on a cet enchaînement, disons, conflit Chine-États-Unis, dans lequel les Européens ont déjà dû envisager les instruments qu'ils avaient dans une perspective stratégique, Covid, qui a popularisé cette idée d'autonomie stratégique européenne dans le domaine industriel, puis guerre en Ukraine, finalement, ça n'a fait que ça a été 3 coups de boutoir dans la même direction, c'est-à-dire faire de l'économie une arme. Deuxième point, la guerre en Ukraine, c'est une guerre de haute intensité. Alors qu'est-ce que ça implique, une guerre de haute intensité ? Grosso modo, ça veut dire un affrontement qui implique des grandes quantités humaines et aussi matérielles, du matériel lourd et, bien évidemment, des dégâts humains et matériels importants. Ce qu'on voit tous les jours, c'est que, du coup, une guerre de haute intensité, ça devient une guerre, non pas de la mise en œuvre des moyens, mais de la régénération des moyens, puisque les pertes sont colossales. Un exemple dont on a beaucoup parlé, c'est l'exemple des chars de combat, puisqu'il y a eu tout ce débat sur l'envoi de chars de combat occidentaux. On a beaucoup discuté du fait que, par exemple, la France dispose de 220 chars Leclerc. Bon. Au pire des combats à l'automne, la Russie perdait plus d'une centaine de chars par semaine. Le rapport de force aujourd'hui sur le front entre le nombre de chars russes et le nombre de chars ukrainiens, ça se compte de 2000 contre 1500. Ça veut dire, ce qu'il faut retenir de la guerre de haute intensité, c'est une guerre qui ne peut pas se gagner avec les moyens que vous avez au premier jour, mais que vous gagnez ou vous perdez à cause des moyens que vous êtes capable de mettre en œuvre pendant le cours de la guerre. Que ce soit les Européens
les Ukrainiens qui demandent du matériel nouveau à leurs alliés occidentaux, ou les Russes qui mettent en place des capacités nouvelles, se tournent vers des clients, des fournisseurs nouveaux, se tournent vers l'Iran, mettent en place des usines nouvelles avec leurs amis iraniens. Bref, ce qui est intéressant, c'est que là encore, il y a un lien avec l'économie. Ça devient une guerre de la production. Et pas simplement une guerre sur le champ de bataille, sur la ligne de front. Et bien entendu, on se rappelle de la façon dont la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale ont été aussi des guerres économiques, ont été aussi des guerres de la production. Et ça, là encore, ça renvoie à l'Union européenne à l'idée qu'elle peut avoir une politique industrielle en matière de défense qui sera probablement beaucoup plus importante que tout ce qu'elle pourra faire d'un point de vue opérationnel. Et là encore, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce que déjà, après la précédente crise ukrainienne de 2014, il y avait eu des réflexions sur le fait que l'Union européenne pouvait accompagner le mouvement de réarmement des États membres. Il y avait eu le Fonds européen de la défense, dont l'idée avait été lancée en 2016, donc en fait en pensant déjà à l'époque à la guerre en Ukraine. Et puis, le Fonds européen de la défense se concentrait sur, disons, les investissements en amont, la recherche et le développement, les prototypes. Et puis, une des premières idée qui a été posée à l'agenda par le sommet européen de mars 2022, juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est l'idée de prolonger ce cycle en investissant de l'argent de l'Union européenne pour subventionner pas simplement la recherche et le développement, mais l'acquisition conjointe de matériel militaire par les États membres. Chloé a parlé du fait que par un autre instrument extra-budgétaire, la Facilité européenne de paix, on a maintenant beaucoup plus de moyens pour livrer des armes et financer avec de l'argent de l'Union européenne des armes à des États partenaires. Mais là, il s'agit de quelque chose qui, d'une certaine manière, va plus loin en termes de construction européenne. Ce serait d'investir de l'argent pour financer les armées des États membres. Et donc là, on est dans une perspective où l'Europe peut se penser comme une puissance qui contribue à l'arsenal européen. Alors ça, c'est intéressant en termes de complémentarité avec l'OTAN, puisque Chloé a aussi évoqué cette question, parce que longtemps, la division du travail entre l'Union européenne et l'OTAN, c'était de se dire, la défense de l'Europe, la défense territoriale, c'est l'OTAN, ça se fait dans un cadre de l'OTAN, et puis les opérations de gestion de crise au sud, qui ne sont pas des priorités de l'OTAN, eh bien ça va être de l'Union européenne. Mais là, on voit que si l'Union européenne investit pour les capacités des États membres, eh bien, c'est de la défense de l'Europe. C'est pas pour les envoyer à l'autre bout du monde. Mais c'est aussi très complémentaire de ce que fait l'OTAN, parce que c'est pas opérationnel. Il ne s'agit pas de faire des unités Union européenne sur le flanc Est. Il s'agit de faire une politique budgétaire et industrielle que l'OTAN ne fait pas, parce qu'elle n'a pas de compétences budgétaires et de politique industrielle. Et donc c'est intéressant parce que ça permet aux deux organisations d'aller dans la même direction, mais de façon un peu différente. Et donc, ce n'est pas forcément contradictoire ni en concurrence. Dernier point qu'on a évoqué, que je voulais évoquer, c'est donc la guerre de civilisation. Alors ça aussi, c'est intéressant, effectivement, que l'Ukraine soit en guerre en grande partie parce qu'elle est européenne, parce qu'elle veut être plus européenne. Le péché originel des Ukrainiens au regard des Russes, c'est d'avoir fait le choix de l'Europe en 2013-2014. Et les Ukrainiens, d'ailleurs, ont très bien retourné cet enjeu vis-à-vis des Européens. Et je retiens cette phrase intéressante du président Zelensky le 1er mars 2022 devant le Parlement européen, lorsqu'il a dit « Nous, par notre combat, nous montrons que nous sommes de bons Européens. Mais c'est à vous maintenant, les Européens, de nous prouver que vous êtes de bons Européens. » Et ça veut dire que cette identité européenne se construit en grande partie au miroir de l'Ukraine, comme l'a dit Chloé. Alors, là où je mettrais une nuance, je ne pense pas que ce soit tellement parce que l'identité nationale et l'identité européenne vont dans le même sens, parce que je pense que ça a toujours été le cas. Les enquêtes montrent depuis toujours une corrélation positive entre le sentiment et l'attachement national et l'attachement européen. Donc ce n'est pas foncièrement nouveau. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la façon dont ça se définit. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'identité européenne, elle est définie dans une perspective centripète. Comment faire converger les Européens entre eux? Et beaucoup de gens qui l'ont théorisé
l'ont théorisé sur le mode, philosophes comme Habermas ou Jean-Marc Ferry, le mode post-national. Comment lever les barrières nationales entre Européens. Et là, en fait, on voit l'identité européenne qui se déploie pas comme un au-delà des nations à l'intérieur, mais qui se définit un peu comme se sont définies les identités nationales en leur temps, c'est-à-dire en résistance à une agression extérieure. Et donc, il ne s'agit pas de faire converger les identités à l'intérieur, il s'agit de permettre aux Européens de résister à une agression extérieure. Donc ça, c'est un petit peu différent, et ça, effectivement, ça se rapproche, ça pousse l'identité européenne dans une direction qui n'est pas traditionnellement la sienne non plus. Donc, il y a tout un lien, il y a toute à la fois une progression de l'Europe à partir des compétences qu'elle a, mais aussi de redéfinition à partir des enjeux qui sont face à elle. Et je voudrais juste terminer, puisque Chloé en a parlé, de la question de l'autonomie stratégique. Est-ce que la guerre en Ukraine, c'est la fin de l'autonomie stratégique, grosso modo? Alors oui, les États-Unis jouent un rôle très important dans le soutien à l'Ukraine, mais je pense que si on pense à moyen terme, c'est tout l'inverse de la mort de l'autonomie stratégique. Et je vais essayer de le présenter très rapidement. Parce que l'objectif des États-Unis, là-dedans, c'est de faire en sorte que la menace russe soit rabaissée au point qu'elle ne soit plus un enjeu majeur pour la stratégie américaine à l'échelle mondiale. Alors, le secrétaire à la Défense, Austin, avait dit on veut rabaisser, il avait dit ça très vite en avril, la menace russe au point où ce ne sera plus un problème majeur. On a beaucoup glosé cette citation, et en fait, pour la comprendre, il faut regarder la stratégie de défense nationale américaine qui a été publiée en octobre, qui dit « Pour nous, la menace intense de court terme, ce qu'ils appellent acute threat, c'est la Russie, mais la menace structurelle lourde de long terme, c'est la Chine, ce qu'ils appellent pacing threat. » Et donc, évidemment, l'objectif, c'est comme on ne peut pas avoir deux ennemis à la fois, se concentrer à court terme sur la menace aiguë, pour se libérer les mains demain et se concentrer sur la menace majeure. Et donc, ce que je voudrais simplement suggérer, c'est que la meilleure voie vers l'autonomie stratégique européenne, c'est une victoire de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'une victoire de l'Ukraine, ça permettrait aux Américains de se refocaliser sur la menace majeure et de demander aux Européens de s'occuper un peu plus de la sécurité de leur continent. Et en plus, donc en termes de demande, ça augmenterait la demande pour une autonomie stratégique européenne. Et en plus, ça nous fournirait à nous, Européens, un allié nouveau, inattendu, mais d'un intérêt qui se montre chaque jour plus précieux, qu'est l'Ukraine, qui n'a pas été anticipée comme une pièce majeure de la défense européenne dans le passé, mais qui se révèle l'être par sa capacité de résistance, d'innovation, et sa force morale également. Et donc, je pense qu'une Europe sera encore plus à même de défendre des arguments d'autonomie stratégique avec l'Ukraine. Merci pour vos réponses très intéressantes et exhaustives. Madame Ridel, vous avez présenté le contexte en Ukraine comme montrant à la fois des divisions entre États, mais également en montrant que les pays européens sont capables d'agir. Vous avez également rappelé cette idée d'identité européenne qui a peut-être été favorisée grâce à ce conflit. Monsieur Haroche, je me souviens d'une de vos interventions, vous disiez que 27 petites armées européennes, ça ne peut pas former une grande armée européenne. Donc, est-ce que finalement cette armée européenne, c'est quelque chose qui est envisageable? Quel avenir pour la défense européenne quand on voit toutes les difficultés auxquelles les pays européens font face, donc comme l'autonomie stratégique par exemple vis-à-vis de l'OTAN? Comment concrètement favoriser l'unité stratégique en termes militaires ou de défense au niveau européen? Moi, je pense que déjà la première chose à faire, c'est d'essayer d'aligner nos intérêts vis-à-vis du reste du monde. Ce qui a fait que nous étions faibles vis-à-vis du reste du monde, c'est que nous n'avions pas les mêmes intérêts. Je prends par exemple, on en parle souvent, l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne avait des intérêts qui progressivement sont allés contre l'intérêt général de l'Europe. Parce que c'est à travers les choix stratégiques de l'Allemagne que l'Europe est devenue dépendante tous azimuts. Des États-Unis pour sa sécurité, de la Russie pour son énergie,
et de la Chine pour ses débouchés industriels et ses relais de croissance. Et donc, quand vous avez un pays comme ça, une puissance commerciale comme l'Allemagne, qui a intérêt à commercer, notamment avec le reste du monde, et puis qui a intérêt à avoir de l'énergie pas chère de la Russie, etc., quand vous êtes la Lituanie ou quand vous êtes la France, c'est très inconfortable. Et donc, et ce, d'autant plus que si demain l'Europe veut être puissante, elle n'a pas 10 000 armes à son actif. Elle a son marché. Et demain, sa capacité à avoir un impact sur le reste du monde va beaucoup dépendre de la façon dont elle utilise son marché. Nous, on a un marché de 500 millions de personnes éduquées, plus éduquées que la moyenne mondiale, plus riches aussi que la moyenne mondiale. Tout le monde veut nous vendre ses produits. Tout le monde veut accéder à notre marché. Donc nous avons là un pouvoir majeur et un levier de dire, très bien, si vous voulez accéder à notre marché, il faut que vous respectiez le droit du travail dans votre pays. Si vous voulez accéder à notre marché, il faut que vous supprimiez le travail forcé, que vous respectiez telle norme en matière environnementale, etc., etc. Pendant longtemps, on ne l'a pas fait, notamment parce que la première puissance économique européenne, l'Allemagne, elle, avait intérêt au libre-échangisme le plus total. Donc là, on voit bien que ça entrait en conflit avec l'autonomie stratégique de l'Europe, sa capacité à influer sur le monde, qui reposait sur l'outil commercial. Donc, je pense que la prise de conscience arrive, même si on voit que le chancelier Olaf Scholz s'est rendu en Chine il n'y a pas longtemps, seul, alors même que le président français avait proposé de l'y accompagner, avec une suite d'industriels, etc. Bon, que le dernier acte du mandat d'Angela Merkel en 2021 a été de signer un accord d'investissement entre l'Europe et la Chine, très défavorable pour les Européens, parce que ça reposait sur des choses qui étaient déséquilibrées, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, la première des priorités, c'est d'essayer d'aligner nos intérêts vis-à-vis du reste du monde, qu'il n'y ait pas un pays qui ait intérêt à commercer avec la Chine, quoi qu'il arrive, quitte à fermer les yeux sur toutes les atteintes à la dignité humaine et au droit du travail et tout ce que vous voulez, qu'il n'y en ait pas un autre qui fasse jeu seul avec la Russie, un autre avec les États-Unis, etc. Donc, d'avoir une compréhension partagée de notre intérêt stratégique, et Pierre l'a mentionné, vis-à-vis de la Chine, ça a été fait un peu en 2019, où on a construit cette stratégie, où on a mis les choses à plat, où on s'est dit que la Chine était un rival systémique, un compétiteur, et je ne sais quoi, il y a 3 termes. Et voilà. Et ça, c'était bien parce que qu'est-ce qu'a fait la Chine pendant 10 ans, notamment depuis la crise économique de 2008 ? Elle a racheté massivement nos entreprises. En Europe, nous n'avons pas de système européen de contrôle des investissements étrangers. D'accord ? Qu'est-ce que c'est le contrôle des investissements étrangers ? C'est quand vous avez des secteurs stratégiques, je ne sais pas moi, la santé ou une industrie, une acierie par exemple, une usine qui produit de l'acier. Et ben, par exemple, quand vous avez une entreprise chinoise qui veut la racheter, nous en France, on a un système où, au ministère de l'économie, on se dit attendez, donc lui, il veut faire cette transaction-là, et si c'est un secteur stratégique, on peut dire non, vous n'achetez pas ce bien-là. Donc on filtre comme ça, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Mais vous avez des tas de pays, pas moi, la Roumanie, la Bulgarie ou je ne sais quoi, qui n'ont pas, la Grèce ou le Portugal, qui n'ont pas du tout ce mécanisme-là et qui sont très peu protégés. Et donc, je crois que la Chine possédait 100 000 entreprises européennes en 2017, c'était 28 000 en 2007, c'était 28 000 5 ans plus tard. Que la Chine possède aujourd'hui 10% des capacités portuaires européennes, a racheté des parts dans plusieurs ports européens, plus récemment le port de Hambourg, avant le port du Pirée en Grèce, des ports en Belgique, puis le port du Havre aussi. Donc, la Chine avait une espèce d'attitude de prédation économique, et puis aussi une tentative de diviser le continent en faisant quoi ? En créant par exemple un forum diplomatique qui s'appelle toujours le forum 17+1, et qui était un forum entre 17 pays d'Europe centrale et orientale, plus 1, la Chine, et qui se réunissait comme ça
3 fois par an pour discuter de tout un tas de sujets. Et donc c'était là une tentative purement cynique de la Chine de diviser le continent en deux et de dire à ces pays d'Europe centrale et orientale, venez, on va faire un forum, mais juste avec vous, sans vos partenaires, et puis on va discuter d'investissement, etc. Bon. Donc en 2019, on a essayé de reprendre les choses en main, ça vous montre qu'il y a une prise de conscience. Donc première chose, essayer d'aligner nos intérêts. Et puis deuxième chose, vous parlez de l'armée européenne, plus précisément dans votre question. Essayer de construire des capacités militaires, de renforcer notre industrie de base. Ça, c'est vrai qu'on l'a fait avec le Fonds européen de défense. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va inciter plusieurs États à se coordonner pour construire des projets de défense en commun. C'est-à-dire que c'est un fonds où les industriels de plusieurs pays peuvent être éligibles que si ils viennent de 5 États membres différents, etc. Donc ça favorise les synergies comme ça. Donc ça, c'est un système qui marche bien. Pour une armée européenne, je pense que en fait, ça renvoie au débat sur la façon dont on voit l'Europe change. Je pense qu'après-guerre, on a essayé de construire l'Europe sur le modèle d'une fédération, c'est-à-dire par-dessus la tête des États-nations, parce qu'on pensait que c'était la seule façon de construire un grand marché. En tout cas, c'était Jean Monnet qui pensait ça. Il disait donc, pour avoir la paix dans le monde, il faut faire du commerce. Je vous résume, hein, mais c'est ça. Pour faire du commerce, il faut passer par-dessus les États-nations, parce que sinon on ne va jamais réussir à s'entendre sur des règles communes de marché. Ça ira trop lentement, etc. Donc, on va faire une fédération. Or, aujourd'hui, on voit bien que la fédération européenne n'est pas advenue, que les peuples ne la souhaitent pas, et que par ailleurs, elle n'est pas nécessaire, qu'on peut faire des projets en commun au bénéfice de tous les citoyens européens sans en arriver là. Et je pense même que ce serait contre-productif. Donc une armée européenne, c'est pas un commandement, un gars unique à Bruxelles qui va commander tout le monde et c'est la fusion de toutes les armées, mais c'est la façon dont on va être capable de se coordonner, d'avoir des cultures militaires qui soient plus proches, d'intervenir, on l'a fait récemment au Sahel, c'est ça ? Où on était avec les Allemands, on était avec les Anglais, et donc le fait de travailler ensemble aussi, de se coordonner sur le même terrain d'opération, bon, ça constitue une culture commune progressive, une culture militaire commune, et c'est pas grave si on a plusieurs commandements différents. Donc voilà ce que ça va être, l'armée européenne, je ne sais pas si ça s'appellera comme ça, mais il y aura déjà une industrie militaire européenne, capacitaire, et puis il y aura une culture de la coopération opérationnelle sur les théâtres de conflit. Mais je pense que la protection européenne ne doit pas être que militaire. Moi, je ne veux pas que... Je ne suis pas comme Pierre, une réaliste qui pense que tout n'est que puissance et logique de puissance et de confrontation. Je pense que le rôle de la puissance européenne dans le monde, ça doit être d'être une puissance d'équilibre. Alors pour ça, il faut qu'elle soit armée, hein, ça va de soi. Mais elle ne doit pas être là pour ajouter du chaos dans un monde déjà au bord de l'embrasement. Elle doit être une puissance de médiation. Elle ne doit pas seulement dépenser de l'argent pour acheter des armes, mais aussi pour financer le développement à l'étranger, financer l'accès des femmes aussi aux responsabilités. Je pense que la guerre de Poutine est éminemment patriarcale. Le durcissement du régime autoritaire de Poutine est allé de pair avec un durcissement de la façon dont on traitait les femmes dans ce pays. Il faut savoir que les violences conjugales, par exemple, ont été dépénalisées en Russie en 2015. C'est-à-dire que maintenant, vous avez le droit de frapper votre femme, même quasiment à mort. Vous n'irez pas en prison, vous ne serez pas poursuivi. La façon dont Poutine parle de l'Ukraine, quand il dit que ça te plaise ou non, ma jolie, tu vas devoir s'y faire. On a parlé de viol de l'Ukraine. Tout ça résulte aussi d'un imaginaire de violence patriarcale, phallocrate, j'ai pas peur de le dire. Vladimir Poutine parle d'ailleurs souvent des pays baltes comme des prostituées. Enfin bref, je pourrais multiplier les exemples. Donc l'ONU a montré, notamment une nouvelle institution qui s'appelle ONU Femmes, a montré que le fait de favoriser l'accès des femmes aux responsabilités politiques favoriserait la paix dans le monde, que quand les femmes sont autour de la table des négociations, la paix est plus rapide, plus durable. Donc
la diplomatie féministe doit être une politique de puissance à part entière pour l'Europe, une politique de paix, pas seulement le fait de s'armer jusqu'aux dents, cher Pierre, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus. Mais c'est simplement faire une petite parenthèse dans cette conférence que je trouve sinon trop orientée sur les questions purement de défense et d'armement. Merci beaucoup. D'abord, réagir un tout petit peu à la question que vous aviez posée à Chloé sur l'économie, parce que c'est pas simple le débat sur l'autonomie stratégique dans le domaine économique, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit il faut avoir une approche stratégique de cette industrie, de ce domaine, des investissements dans ce secteur, parce que nos adversaires peuvent utiliser notre vulnérabilité dans ce domaine pour nous influencer. Vous en avez d'autres qui vont dire oui, mais attention à ne pas aller trop loin, parce que l'ouverture internationale, c'est ça la source de notre prospérité, parce que l'intégration des chaînes de production internationales, c'est aussi important d'un point de vue économique, et qu'on ne peut pas tomber dans le protectionnisme. C'est la raison pour laquelle vous avez ce concept au niveau des institutions européennes d'autonomie stratégique ouverte qui essaie de tenir à la fois les deux perspectives. Donc d'une part, il y a un débat normal, c'est-à-dire quand Chloé dit qu'il faut harmoniser nos intérêts, ben, effectivement il y a un débat normal entre des pays traditionnellement comme la France qui ont une approche relativement stratégique des choses, et puis des pays comme les Pays-Bas qui insistent beaucoup plus sur l'ouverture et le maintien de la mondialisation. Mais il y a aussi un autre débat qui est aussi stratégique, je pense, c'est qu'en pense le reste du monde. C'est-à-dire que, à force de politiser les échanges économiques avec les Européens, en disant finalement, les échanges économiques avec les Européens, ils ont des conditions politiques, ou être avec les Européens, c'est être contre un tel ou un tel, à force de leur donner une portée stratégique, on risque aussi d'être perçus comme des partenaires dangereux, et il peut être développé par nos adversaires le raisonnement selon lequel, si vous êtes partisan de l'ouverture, des échanges, finalement de la mondialisation, tournez-vous vers la Chine, tournez-vous vers les autres puissances qui, elles, ne veulent pas politiser l'économie. Ils considèrent que l'économie, c'est fait pour gagner de l'argent, tout simplement. Alors que les Européens, eux, utilisent l'économie pour vous imposer leur vision du monde ou vous imposer les sanctions qu'ils font contre leurs adversaires. Et le risque là-dedans, c'est qu'évidemment, on s'isole. Et donc il faut avoir une vision stratégique non seulement de l'impact qu'on peut avoir sur le reste du monde avec notre marché, il faut avoir une vision stratégique de notre vulnérabilité vis-à-vis de puissances extérieures dans le domaine économique, mais aussi des reconfigurations que ça crée dans le monde, en se disant il ne faudrait pas non plus qu'on isole le monde occidental sur le thème, voilà, ce sont des gens qui ont politisé l'économie et l'économie doit fonctionner à tourner, mais à côté d'eux. Maintenant, vous, avec votre question sur l'armée européenne ou la défense européenne, je pense que le débat qui a eu lieu récemment autour des chars de combat à livrer à l'Ukraine, il est assez symptomatique de ce qu'on peut faire pour renforcer la défense européenne. Première chose qu'on a vue, c'est que c'est la seule chose qui est viable lorsqu'on veut donner des équipements à l'Ukraine, c'est beaucoup plus simple si on a plusieurs Européens qui ont le même équipement. Jusqu'à présent, on défendait cet argument essentiellement en disant ça permet de faire des économies d'échelle, ça permet d'avoir des armes plus compétitives d'un point de vue économique, plus faciles à vendre, et puis ensuite ça permet d'être plus interopérable sur le terrain parce qu'on a les mêmes équipements et qu'on coopère mieux. Et là, ce qu'on voit, c'est que même lorsqu'on veut faire ce type d'opération un peu indirecte, c'est-à-dire ne pas faire la guerre directement, mais donner des armes à un partenaire comme l'Ukraine, c'est quand même beaucoup plus simple lorsqu'on a les mêmes équipements. Donc, premier objectif vraiment qu'on doit se donner, c'est la convergence des achats. Et deuxième chose qu'on a vu avec le blocage allemand sur les léopards, c'est que lorsque tout le monde dépend d'un seul État membre et de ses règles d'exportation et de transfert, ça crée des systèmes beaucoup trop compliqués, beaucoup trop lourds, et en plus, qui font peser la responsabilité d'une décision sur un seul État qui ne se sent pas forcément prêt à assumer cette responsabilité. Donc, ce qu'il faut, c'est aussi des mécanismes européens d'autorisation des transferts. Donc, en gros,
c'est une forme d'intégration du marché de la défense, et qui est un enjeu pas principalement économique, mais qui est vraiment une priorité stratégique. Alors maintenant, comment le faire? Chloé a dit, le supranational, c'est pas nécessaire, et la fédération fait elle dit, c'est pas nécessaire, les peuples n'en veulent pas d'une vision supranationale et fédératrice, et... c'est une vision hybride. Okay, c'est ce que je... Je dis que c'était pas 100% ça. Ok, bon, alors, pas de grand Manitou, ok. On a parlé de l'idée à travers l'idée d'une fédération de la puissance supranationale, et de savoir, alors, je ne vais pas interpréter tes propos, je vais simplement dire que la question se pose de leur pertinence. Voilà. Alors, ce que je voudrais pointer là en termes d'efficacité, c'est que si on s'appuie sur uniquement la bonne volonté et la coordination, dans le domaine de la défense européenne, peut-être que dans d'autres domaines c'est différent, mais ça marche très mal, parce qu'on se focalise naturellement sur des enjeux de très court terme, et notamment la difficulté administrative qu'on a à faire de la coopération. Et donc, la seule voie que je perçois comme une façon de faire des progrès dans ce domaine, c'est d'avoir du supranational, effectivement. C'est d'avoir quelque chose qui, un peu, comme disait Jean Monnet, va un peu au-dessus de la tête des États membres, c'est-à-dire avec des investissements qui sont faits au niveau européen, c'est-à-dire avec des règles qui sont faites au niveau européen. Parce que si on s'appuie simplement sur une addition d'initiatives nationales et de bonne volonté nationale, bien en réalité, on finit avec un système où chacun raisonne sur ses difficultés à court terme et pas sur les intérêts positifs à long terme qu'on peut avoir à faire une convergence. Et c'est la raison pour laquelle aussi il faut qu'il y ait des incitatifs, c'est-à-dire que à court terme, chacun va avoir intérêt, par exemple, à acheter l'équipement qui lui correspond le mieux pour avoir le plus vite. Et si chacun raisonne comme ça, alors tout le monde achète des équipements qui sont déjà sur étagère aux États-Unis, en Corée, à l'extérieur. Parce que personne n'intègre l'intérêt européen qu'il y a à faire ça sur le long terme ensemble. En revanche, si on met des investissements européens, on peut contrebalancer cette tendance en disant, si vous jouez la carte européenne, alors 20%, 30%, 50%, 100% de ce projet sera financé au niveau européen. Donc voilà, c'est juste pour alimenter le débat sur la méthode. Je pense que ce qui avance, ce sont des choses qui ont une dimension supranationale. Merci. Merci beaucoup. Sur cette méthode, peut-être le débat entre le Grand Manitou et les États-nations, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose à l'échelle européenne qui serait un peu ce qu'on a fait sur Schengen ou sur l'euro, c'est-à-dire avancer dans le cadre d'un traité international, donc pas que de l'intérêt étatique, dans le cadre de l'Union européenne, mais pas forcément avec tous les pays de l'Union, parce que certains peut-être ne seraient pas prêts. Et si on se projette dans cette dimension-là, quel serait le modèle d'armée qu'on met en place? On a vu qu'avec le nouveau budget militaire français, on est dans un changement de modèle d'armée pour se projeter vers de nouvelles menaces. Donc quel serait le modèle d'armée qu'on mettrait en place pour déployer sur quel terrain d'opération, et en fait quel serait l'état de nos menaces à horizon 20 ou 30 ans. Voilà, merci beaucoup. Oui, voilà, c'est ça. Alors, déjà, vous avez raison, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en dehors des traités européens, sur la base du droit international. Je prends par exemple l'exemple du traité budgétaire européen, TSCG, le fameux traité que François Hollande avait promis de renégocier quand il est arrivé au pouvoir, qu'il n'a finalement pas renégocié. C'était un traité qui visait à durcir la discipline budgétaire en dehors du droit européen, avec 24 sur 27 pays, je crois qu'il avait signé. On en a fait un autre, traité de droit international, pour créer le mécanisme européen de stabilité comme un FMI européen, qui prêteur en dernier ressort des États membres de la zone euro. Donc, quand on veut, on peut. On sait faire ce genre de choses. Après, je ne sais pas s'il est forcément nécessaire de légiférer en dehors du droit européen là, pour les questions de défense. Qu'on s'entende bien sur la question du supranational versus... C'est-à-dire que je crois que ni Pierre ni moi, mais bon, je
vais pas parler pour toi parce que je n'aime pas que tu le fasses pour moi. Imaginons une armée européenne où il y aurait des fanions européens et tout ça. Hein. On gardera des armées pour chaque pays. L'essentiel, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait converger ces différentes armées et qu'on puisse les projeter ensemble sur des théâtres d'opération. Et qu'on puisse dire, voilà quelle est la priorité stratégique sur tel ou tel théâtre. C'est ce que je pense. Pierre pense que pour ça, il est nécessaire d'avoir une instance de coordination supranationale, mais moi aussi. Mais c'est une question de degré, si vous voulez. Comment dire la différence, peut-être, c'est que moi, je ne crois pas que... je pense que l'Europe, si vous voulez, n'est ni une fédération, ni une confédération. Que c'est quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde et nulle part dans l'histoire. C'est une construction sui generis, profondément originale, dont on ne sait pas dire vraiment ce qu'elle est, ni ce qu'elle va devenir. Ce que je sais, c'est que c'est un ensemble de pays, c'est une construction, un continent qui rassemble des nations désimpérialisées, qui savent coopérer entre elles et qui parviennent, à force de dialogue permanent, à construire des projets communs, etc. Et je ne suis pas certaine, je pense que ça prend peut-être plus longtemps à se mettre d'accord dans ce cadre-là, mais c'est pas impossible de prendre des décisions ambitieuses. Regardez les sanctions qu'on a réussi à prendre, c'est l'unanimité, hein, les sanctions. Il faut l'unanimité. Pareil pour ce qu'on a fait dans le cadre du plan de relance post-Covid, où on s'est endetté en commun. Là aussi, c'est l'unanimité. Pourtant, c'est gros, c'est significatif. Donc, peut-être que ça prend plus longtemps de se mettre d'accord au consensus, mais après, ce sont des compromis beaucoup plus durables. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Parce que peut-être que vous pensez aller plus vite quand vous êtes un seul à prendre la décision par-dessus la tête de tous, mais parfois, vous n'avez pas la légitimité pour imposer ce que vous voulez. Je prends l'exemple de la crise migratoire, où la Commission a voulu imposer des quotas de réfugiés par pays, mais c'est hyper rationnel et hyper intelligent. Moi, j'ai été favorable. C'est vrai. La Commission disait, bah, vous avez tant de taux de chômage, tant de PIB, tant d'habitants, bah, vous prenez tant de réfugiés. Et on se répartissait comme ça les gens. Ça va, c'est du bon sens, mais ça a été refusé par toute l'Europe centrale et orientale. Parce qu'ils refusaient catégoriquement que Bruxelles impose l'accueil de réfugiés. Bon. Imaginez ce que ce serait sur l'engagement de soldats. C'est des choses pour lesquelles il faut une très très forte légitimité démocratique, et j'ai simplement un doute sur la capacité d'une autorité supranationale à l'avoir. Donc moi je pense efficacité. Je ne suis pas dogmatique en disant je refuse toute forme de supranationalité, j'y suis très attachée, je suis très attachée à la Commission européenne, j'y ai travaillé d'ailleurs, mais je pense que parfois ça n'est pas efficace. Donc moi je pense avant tout aux objectifs, aux politiques publiques à construire, etc. Je me dis quelle est la meilleure façon d'y parvenir. Et parfois c'est le consensus, l'unanimité, le dialogue, etc. Et c'est pas impossible d'arriver. Après, c'est vrai que sur dans un contexte de guerre, dans un contexte militaire, de forte pression, où il faut des décisions rapides. Je veux dire, on n'est pas des marabouts non plus, mais on peut quand même voir à la lumière de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine qu'on a été capable de prendre des décisions rapides sous pression à l'unanimité. Donc ça n'est pas complètement impossible. Mais je ne suis pas une experte des questions de militaire et de défense comme les Pierre, donc je suis intéressée d'avoir ton point de vue sur ça, sur la justification vraiment un peu plus précise de la dose de supranationalité et où est-ce que tu la mettrais. Merci. Alors, juste pour répondre très rapidement là-dessus, la supranationalité dans le domaine opérationnel, elle existe dans le cadre de l'OTAN, parce que en cas d'opération militaire de l'OTAN, surtout si c'est pour la défense du territoire, alors c'est un peu moins marqué aujourd'hui, mais ça a été beaucoup plus pendant la guerre froide, on peut déléguer Non, on peut déléguer au commandant de l'OTAN la possibilité de commander les forces de l'OTAN. C'est-à-dire d'un point de vue opérationnel et militaire, on peut déléguer aussi des responsabilités, comme on fait d'ailleurs dans n'importe quelle coalition un petit peu intégrée en période de guerre. Donc il y a des formes de délégation qui ont lieu, y compris dans l'aspect opérationnel le plus fort. Je
je voudrais revenir sur la question que vous m'avez posée sur les cercles concentriques et la question de savoir si ça peut avoir un sens dans le domaine de la défense. C'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est déjà ce qu'on a voulu faire avec la coopération structurée permanente. L'idée de la coopération structurée permanente, c'est des États membres, pas tous, se donnent des objectifs un peu plus ambitieux et se lancent dans des projets pour mettre en œuvre ces objectifs un peu plus ambitieux. Et c'était pensé par les rédacteurs du traité de Lisbonne comme la façon de mettre en œuvre une possible avant-garde. Le résultat, c'est que tous les États membres, sauf Malte et le Danemark, qui avait à ce moment-là un opt-out en particulier, mais qui l'a abandonné depuis la guerre en Ukraine, ont rejoint cette avant-garde qui n'est pas vraiment une avant-garde. Donc c'est compliqué cette idée d'avant-garde, de petits groupes, parce qu'en réalité, la priorité des États membres ensuite, c'est de ne pas être isolés. Alors à mon avis, plutôt que de penser en termes d'avant-garde exclusive, il faut plutôt se demander qui peuvent être les moteurs des initiatives à prendre. Et alors là, j'aurais une suggestion à faire à la diplomatie française. C'est que on a fait beaucoup d'accords bilatéraux ces derniers temps avec des voisins d'Europe de l'Ouest. Il y a eu un traité signé. Alors déjà, si on remonte à l'année 2021, il y avait un traité de défense qui a été signé avec la Grèce. Cette année, un traité qui a été signé avec l'Italie. Un accord de défense qui a été signé avec l'Espagne. On va avoir au mois de mars un sommet bilatéral avec le Royaume-Uni. On a célébré l'anniversaire du traité de l'Élysée avec l'Allemagne. Mais les puissances montantes de ce débat autour de l'Ukraine, ce sont des pays d'Europe de l'Est, et en particulier la Pologne. La Pologne qui est un pays intéressant parce que c'est un pays quand même assez important, un pays moteur sur les débats sur le flanc Est, un pays qui s'arme beaucoup, qui est en train de faire la plus grosse armée de terre d'Europe, et un pays qui est aussi assez proche de l'Ukraine. Et si on considère, et c'est mon hypothèse, que l'Ukraine va rejoindre la construction européenne, eh bien le bloc Ukraine-Pologne, ça sera un bloc démographiquement plus gros que l'Allemagne. Je pense que la perspective qu'on a eue entre la France et l'Allemagne pendant très longtemps, notamment sur les questions économiques, en se disant l'Allemagne, c'est l'autre grand poids lourd avec lequel il faut discuter pour avoir une vision de l'Europe de demain. Non pas parce qu'on est d'accord sur tout, mais précisément parce qu'on a des désaccords et des complémentarités qui font qu'un accord franco-allemand a de bonnes chances d'être un point d'équilibre pour les autres. Je vous ai parlé du plan de relance au moment de la crise Covid, ça s'est typiquement construit comme ça, c'est-à-dire les Français et les Allemands ne sont pas d'accord au départ, mais ils trouvent un compromis et, bon gré mal gré, ça devient une base de travail pour les autres. Eh bien, on devrait essayer de tenter de faire ce genre de choses avec un pays comme la Pologne, avec lequel ça ne sera pas forcément facile, mais ça n'a jamais été non plus très très facile avec les Allemands. On aura une base de départ qui sera assez différente, mais la France et la Pologne sont deux pays qui ont au moins l'avantage de trouver que la défense, c'est un enjeu important, qu'il faut renforcer la défense européenne. Ils le font avec des a priori et des perspectives qui ne sont pas forcément les mêmes, mais ce que je pense, c'est que si les Français et les Polonais arrivent à s'entendre sur des transactions, des compromis, des éléments en commun, ça peut être un point d'équilibre intéressant pour tout le monde en Europe. Donc, à mon avis, c'est plus comme ça que je l'envisagerais plutôt que dans un système exclusif dont on voit que personne n'en est satisfait, parce qu'à la fin, il y a trop de monde pour ceux qui auraient voulu que ce soit un petit groupe, et si on arrive à exclure, alors ça pose problème à plein de pays qui se disent « mais qu'est-ce que c'est qu'un système qui exclut, qui fait une Europe à deux vitesses ?» À mon avis, l'Europe à deux vitesses, elle doit être dans la dynamique et pas dans les institutions. Il doit y avoir des pays qui peuvent, par leur dynamique, entraîner les autres, non pas parce qu'ils sont plus forts ou qu'ils ont plus raison que les autres, mais parce qu'ils sont capables de trouver des points d'équilibre qui peuvent satisfaire les autres. Merci beaucoup. Maintenant, si vous l'acceptez, nous allons passer aux questions du public. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, la plus compliquée, c'est la première. Donc la première, c'est forcément celle du plus intelligent de la salle. Voilà. Donc on va trouver... Bonjour, déjà merci d'être là, c'est super.
Alors, du coup, j'avais une question par rapport à. Je crois que vous n'en avez pas parlé, ou alors je vais peut-être pas retrouver ce moment-là. Par rapport à l'ONU, vous parlez de la puissance nucléaire française, et c'est important. Mais l'autre aspect important de la diplomatie française, c'est qu'on a le siège au Conseil de sécurité. Je sais qu'il y avait des projets pour le rendre européen. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça pourrait changer les choses? Est-ce que ce serait une bonne chose? Voilà. Je n'exprime pas mon opinion dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? On va prendre plusieurs questions. Si on a plusieurs. Le deuxième plus intelligent, peut-être. Déjà celle-là, il y a des questions qui sont formulées. Ouais, merci pour cette question. Alors on pourrait se dire que l'ONU est ressortie quand même très affaiblie de cette guerre, parce que d'ailleurs les fonctionnaires de l'ONU et d'anciens secrétaires généraux l'ont dit. Je me souviens d'un courrier qui avait été signé au printemps 2022 où ils appelaient Antonio Guterres, donc l'actuel secrétaire général de l'ONU, à faire quelque chose, à être capable d'être une puissance de médiation dans le cadre de la guerre en Ukraine, sinon ce serait la fin de l'ONU. Et c'est vrai que l'ONU a été totalement impuissante en tant que puissance de médiation, c'est-à-dire que la Turquie ou la Chine sont en meilleure posture pour être demain les médiatrices de ce conflit, et c'est plutôt inquiétant pour nous que l'ONU, et on voit bien que le Conseil de sécurité, dès lors qu'un de ses membres permanents est impliqué dans le conflit, est totalement impuissant. Voilà. Parce que la Russie, de toute façon, fera jouer son droit de veto. Donc l'ONU est paralysée dans ce cadre de conflit, mais l'ONU aujourd'hui n'est plus tant une puissance de médiation qu'une puissance d'influence. Souvent, je compare Antonio Guterres à un lanceur d'alerte. Moi, je l'adore, Antonio Guterres. Il fait des tweets mais hyper radical sur le climat, l'environnement, vraiment génial, où il appelle à mettre les dirigeants de Total en prison. Donc on a envie de dire c'est super. Mais s'il peut être aussi radical dans ses propos, c'est précisément parce que l'institution qu'il préside n'a plus vraiment de pouvoir. Mais ça a quand même un pouvoir d'influence. Ce qui se passe à l'ONU, notamment pour les pays plus petits, les puissances moyennes, etc., c'est très important d'y être présent. Donc la France et l'Europe, il faut qu'on continue à investir résolument l'ONU. On a bien vu que, par exemple, l'Assemblée générale avait adopté un certain nombre de résolutions sur la guerre en Ukraine qui condamnaient de façon assez écrasante quand même le conflit, même si on voyait que, en termes de poids de population, vous avez aujourd'hui 2/3 de la population mondiale qui vivent dans des pays qui ne condamnent pas la guerre, qui ne l'apprécient pas, mais qui ne la condamnent pas non plus. Est-ce qu'il faudrait un siège européen au Conseil de sécurité? Ben, pourquoi pas. Mais bon, le Conseil de sécurité... Ah bah tiens, mon micro a été coupé. Par des forces obscures qui sont opposées à mon propos. Pourquoi pas? Après, il ne faut pas non plus se leurrer sur la puissance du Conseil de sécurité, mais moi je trouve que ce serait bien. C'est souvent demandé effectivement par les Allemands comme une forme de concession qu'il faudrait que nous fassions. Effectivement, c'est un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, à l'occasion de cette guerre en Ukraine, justement, qui constitue un moment de bascule, ce ne serait pas symboliquement important que de tourner cette page et de dire, au sortir de cette guerre, on a un siège européen et l'Europe parle d'une voix au Conseil de sécurité et en est un membre permanent. Il y a juste des questions juridiques à régler, mais voilà, je ne suis pas opposée sur le principe. Merci beaucoup. Juste, Chloé a dit tout à l'heure que j'étais un réaliste. Alors, un réaliste... Non mais, très bien. Alors, juste, un réaliste, ça considère qu'on ne donne rien sans rien. D'accord? Donc, on peut penser que c'est intéressant dans l'absolu. Simplement, la France n'a jamais accepté de perdre son poste, son siège permanent attribué en propre au Conseil de sécurité, sans rien du tout ou sans raison valable. La position actuelle de la France,
c'est pas qu'il faut retirer le siège à la France ou le donner à l'Europe, c'est qu'il faut ajouter des nouveaux États, que l'Allemagne, l'Italie devraient être aussi membres permanents dans le cadre d'une refonte générale où le Japon, l'Inde, le Brésil pourraient rentrer comme membres permanents au Conseil de sécurité. Bon, de toute façon, c'est des plans de révision du Conseil de sécurité on en débat depuis des dizaines et des dizaines d'années, et c'est très compliqué parce que les membres du Conseil de sécurité, qui sont aujourd'hui les membres qui ont un droit de veto, ne sont pas forcément d'accord sur l'évolution ou l'impact que ces évolutions pourraient avoir en termes de gains relatifs, etc. La seule hypothèse dans laquelle, si j'essaye d'imaginer, j'envisage que les Français disent « Ok, on abandonne en échange d'un siège européen », c'est si la France est très fortement menacée de perdre complètement son siège de toute façon. Par exemple, que des pays comme que la Chine et les États-Unis, dans le cadre d'un deal mondial, s'entendent pour dire la France c'est un trop petit pays, il n'y a pas de raison qu'ils aient un siège au Conseil de sécurité. Alors là, si on risque de perdre tout, là on peut dire ah bon, bah, très bien, faisons un truc européen à la place. Mais sinon, je ne vois pas un gouvernement français accepter de sacrifier gratuitement un pouvoir. Une autre question peut-être ? Bonjour. J'avais une question plutôt adressée à Monsieur Pierre Haroche. Vous aviez écrit un article en 2022 au sujet de la commission présidée par Madame Ursula von der Leyen, et vous parliez de spillover fonctionnaliste. Et je voulais savoir si vous pouviez un peu vous étendre là-dessus, et est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre avant la guerre en Ukraine et après la guerre en Ukraine sur ce spillover? Alors, on entre la section spécialisée pour les étudiants en politique européenne. Donc ça, c'est un concept du néo-fonctionnalisme. C'est une très vieille théorie, c'est même peut-être la plus vieille théorie appliquée à l'histoire de la construction européenne. C'est l'idée selon laquelle, si on veut la réduire, ce qui est à mon avis le cœur de cette intuition, c'est l'idée selon laquelle il y a des interdépendances entre secteurs politiques. Et que donc, on ne peut pas faire quelque chose dans un secteur sans que ça ait des conséquences dans un autre secteur voisin qui a des liens avec le premier. Et que donc, parfois, lorsqu'on agit dans un secteur A, ça a, même si on ne le sait pas, même si on ne le souhaite pas, et même si on ne s'en rend pas compte, des conséquences indirectes sur le secteur B, qui font qu'in fine, on va peut-être devoir accepter des choses dans le secteur B. Ça a été beaucoup utilisé dans l'histoire de la construction européenne pour dire, si on décide d'intégrer un secteur, de faire des politiques européennes intégrées dans un domaine, eh bien on peut être entraîné par engrenage à faire de l'intégration européenne dans d'autres secteurs adjacents. Quand on dit que ça a des effets d'interdépendance, on voit bien que ça ne veut pas dire non plus que c'est automatique. On voit bien non plus que ça ne veut pas dire que, par capillarité, l'intégration européenne gagne forcément tous les secteurs de proche en proche. Ça veut simplement dire que ce qu'on fait quelque part a des effets ailleurs, et que donc ça joue dans les coûts et les bénéfices. J'ai voulu distinguer deux types de spillover fonctionnels, ce que j'ai appelé le spillover défensif et le spillover offensif. Spillover défensif, c'est que s'il y a un secteur intégré, typiquement le marché intérieur européen, et que les objectifs que vous avez dans ce domaine sont menacés par ce qui se passe dans d'autres secteurs, alors ça vous incite à vous intéresser et à porter les politiques européennes dans ces autres secteurs. Je pense que un exemple typique, c'est la façon dont aujourd'hui les objectifs qui sont poursuivis dans le marché intérieur sont menacés par un jeu de puissance géoéconomique, c'est-à-dire l'usage des instruments économiques à des fins de sécurité internationale. Et donc, ne serait-ce que pour défendre les objectifs traditionnels du marché intérieur et réduire sa vulnérabilité aux puissances extérieures, il faut donner un bouclier géoéconomique au marché intérieur. Et donc, avoir une approche géoéconomique du marché intérieur. Ça, c'est une forme de spillover défensif. Et le spillover offensif, c'est les instruments que vous avez peuvent être utiles dans d'autres secteurs et peuvent être nécessaires dans d'autres secteurs. Par exemple, vous avez des instruments industriels et budgétaires qui sont au départ
avec des objectifs purement économiques. Mais on se rend compte que pour faire une meilleure défense européenne, on a besoin d'instruments budgétaires, on a besoin de politique industrielle. Et donc, le secteur de la défense, qui n'est pas un secteur intégré, qui est un secteur de coopération intergouvernementale très horizontale, va être de plus en plus dépendant d'instruments communautaires intégrés, comme la politique industrielle ou les instruments budgétaires. Et donc, de façon un peu indirecte, il tend à se communautariser parce qu'on utilise de plus en plus des instruments qui sont intégrés. Donc, grosso modo, c'est ça, c'est ce jeu d'interdépendance entre secteurs. Qu'est-ce que la guerre en Ukraine a pu changer là-dedans? Je pense que ça a joué dans ces deux directions, c'est-à-dire à la fois le fait que le marché intérieur, de plus en plus dans le bain de la puissance et de la compétition géoéconomique, et donc on est de plus en plus poussé à concevoir le marché intérieur dans une perspective stratégique. Et en plus, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'Europe arsenal, on se rend compte que de plus en plus les instruments de politique industrielle peuvent être utiles pour le renforcement des capacités des Européens. Et donc, ça c'est la perspective offensive. Et ça veut dire que, à travers ce double mouvement, des acteurs comme la Commission européenne en viennent de facto à empiéter sur les responsabilités d'acteurs soit intergouvernementaux, soit plus proches des États membres, comme le Service européen pour l'action extérieure, qui est un petit peu hybride, qui n'est pas tout à fait supranational, qui est très au service des États membres, mais qui est en même temps une vraie institution, qui n'est pas simplement un secrétariat. Donc, ça tend, cette dynamique, à renforcer le rôle de la Commission européenne, y compris dans un domaine qui est la politique étrangère et les questions de sécurité, qui, sur le papier, est essentiellement attribuée au Service pour l'action extérieure, ou dans des domaines comme la défense, qui sur le papier sont essentiellement attribués par les textes à l'Agence européenne de défense. Donc ça, la conclusion de tout ça, c'est que ça a une dimension institutionnelle et que ça change les rapports de force entre les institutions européennes. Merci de votre présence ici à Sciences Po Strasbourg. Donc, vous avez considéré comme inévitable l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais qu'en est-il des États des Balkans qui se retrouvent à la porte de l'Europe et qui ont parfois plus des sensibilités avec la Russie? Merci. Moi, par rapport à ça, j'ai une position qui est la suivante, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas que l'Europe, l'Union européenne, reproduise l'erreur qu'elle a faite avec les pays d'Europe centrale et orientale à partir de 1989 et 1991 quand l'URSS s'est dissoute et que ces pays-là ont voulu, comme l'Ukraine aujourd'hui, entrer dans l'Union européenne, d'accord ? On les a fait patienter 14 ans à nos portes. Et puis on leur a demandé par ailleurs de signer en bas des traités et de reprendre tout l'acquis. Pourquoi on les a fait patienter autant? C'est parce que, et pourquoi on dit aujourd'hui à l'Ukraine que de toute façon elle ne pourra pas être membre de l'Union européenne avant 10 ans ou 20 ans ou 30 ans? C'est parce que l'Union européenne est avant tout un marché et qu'on estime que 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, c'est le temps nécessaire pour que l'Ukraine adapte l'ensemble de son économie, fasse passer toutes les règles qui sont les nôtres pour pouvoir appartenir à notre marché. Si ce n'était pas le cas, on pourrait l'accueillir dès aujourd'hui à la table. Pourquoi pas, si elle a amendé quelques normes, notamment en matière de lutte contre la corruption. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas refaire cette erreur, qui est quelque chose qui frustre les populations. Vous mentionnez les Balkans, vous avez raison. Les Balkans, certains d'entre eux, comme le Monténégro ou la Serbie, ont le statut de candidat depuis très très longtemps. Comme l'Ukraine aujourd'hui a le statut de candidat, c'est pas pour autant qu'ils sont aujourd'hui membres de l'Union européenne. D'ailleurs, les négociations sont plutôt au point mort. Donc je pense qu'il faut sans attendre trouver une façon d'amener ces pays, l'Ukraine, mais aussi la Moldavie, mais aussi les Balkans, le Monténégro, l'Albanie, la Bosnie et la Serbie, même si c'est un cas à part, je vais le dire, autour de la table européenne. Ils font partie de la famille européenne, il faut pouvoir
créer, et c'était un peu l'idée de la communauté politique européenne dont avait pris l'initiative le président Macron à la rentrée 2022. Je trouvais que c'était plutôt bien comme idée. L'idée de créer une autre structure qui ne soit ni l'Union européenne, ni l'OTAN, ni quoi que ce soit, quelque chose de nouveau, où on va discuter de sécurité, de défense, mais aussi de questions énergétiques, mais aussi d'écologie. Et donc on pourrait faire ça. Sauf que la façon dont Emmanuel Macron a fait la CPE, la communauté politique européenne, en conviant des pays autoritaires comme, je crois, il y avait la Turquie, il y avait aussi l'Azerbaïdjan qui avait quand même attaqué l'Arménie quelques mois plus tôt, même la Hongrie. En fait, il n'y avait pas de cohérence politique et de valeurs et de modèle civilisationnel dans cette communauté politique européenne. Alors je pense que ce qu'il aurait fallu faire, ça aurait été créer un autre forum, on aurait pu l'appeler aussi communauté politique européenne, mais sur la base de principes et de valeurs qui soient clairs. Et ça aurait été un forum qui aurait permis de parler à la même table avec les Ukrainiens, les Moldaves, etc. Donc je pense que l'adhésion à l'Union européenne n'est pas l'alpha et l'oméga et ne réglera pas les problèmes de l'Ukraine. Pas du tout. L'Ukraine, son problème aujourd'hui, c'est sa survie, sa sécurité. Et ça, l'adhésion à l'Union européenne, dans 20 ans, ça ne réglera pas le sujet. Donc je pense qu'il faut faire preuve de créativité dans la période qui est celle-ci, pour pouvoir faire table commune avec ces pays qui sont aujourd'hui à l'écart de l'Union européenne, mais qui sont pourtant membres de la famille européenne. Et sur le cas de la Serbie, enfin, des Balkans, où vous disiez des pays qui sont plus proches de la Russie, je pense que la Serbie aujourd'hui pose problème. Si on faisait rentrer la Serbie aujourd'hui dans l'Union européenne, elle poserait les mêmes problèmes que la Hongrie, c'est-à-dire un pays qui est au cœur de nos institutions, mais qui s'émancipe totalement de toute forme de solidarité européenne. Par exemple, la Hongrie, M. Orbán a refusé non seulement d'aider la résistance ukrainienne militairement, mais a même refusé le transfert d'armes sur son territoire, a demandé à ne pas être concerné par l'embargo sur le pétrole russe, qui entre en effectivité d'ailleurs aujourd'hui. Pour la Hongrie, on a dit qu'on faisait un embargo sur les importations de pétrole qui étaient simplement par voie maritime ou terrestre. Mais par contre, on a exclu de ça les oléoducs, parce que la Hongrie est reliée au pétrole russe par un oléoduc. Donc, tout ça pour vous dire que la Serbie demain, avec l'orientation politique qui est aujourd'hui la sienne, mais depuis de nombreuses années, c'est-à-dire une orientation très fortement identitaire, très fortement pro-russe, serait sans doute une forme de cheval de Troie supplémentaire dont on pourrait bien se passer. Mais bon, en même temps, exclure, est-ce que c'est la meilleure façon d'amener un jour la Serbie sur des positions plus favorables? Je n'en suis pas non plus convaincue. Donc c'est pour ça que je maintiens qu'il faudrait trouver une façon d'associer ces pays qui soit moins engageante que l'Union européenne, mais qui permette quand même de les associer. Je trouve que c'est une question intéressante parce qu'elle est au cœur de tout le débat sur les enjeux économiques et les enjeux de sécurité. Pendant très longtemps, l'adhésion à l'Union européenne, c'est une perspective essentiellement économique, c'est votre capacité à rentrer et à participer au marché. Les pays des Balkans occidentaux ont été souvent les premiers à mettre en avant les enjeux de stratégie pour dire attendez, intégrez-nous plus vite que ça parce que les Russes, les Turcs, les Chinois attendent et donc tout l'espace laissé, tout l'espace que l'Union européenne ne prend pas, ce sont les Russes, les Turcs, les Chinois qui vont le prendre. Ils l'ont fait parfois de façon un peu ambiguë, c'est-à-dire un peu cynique, en essayant de faire monter les enchères. C'est-à-dire en disant bon bah très bien, si ça n'accélère pas, nous on va accueillir Xi Jinping chez nous, on va montrer qu'on accepte tel investissement ou tel accord stratégique avec la Russie. Donc en gros on essaie de vous mettre en concurrence. Il ne faut pas être trop sensible à cette mise en concurrence parce que la réalité économique sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas d'équivalence à la puissance économique de l'Union européenne et de la dépendance des Balkans occidentaux vis-à-vis de l'Union européenne. Donc je pense que l'Union européenne devrait en réalité être beaucoup plus claire et ferme sur ses objectifs et ce qu'elle attend des pays candidats et moins sensible à ce type de chantage. Il y a eu aussi le chantage à la stabilité, c'est-à-dire ah oui c'est sûr on est tous corrompus, on est autoritaires, mais si vous ne nous soutenez pas, ça va être la guerre en Yougoslavie à nouveau, le nettoyage ethnique, donc soyez sympas avec nous.
En réalité, je pense que ça ne sert pas à la construction européenne de faire ça, parce que on finit par donner des diplômes de bons Européens à des gens qui ne sont pas du tout des bons Européens et qui veulent instrumentaliser la perspective de l'intégration européenne dans une perspective cynique et en concurrence avec des chèques venus de Pékin et de Moscou. Donc il faut que les Européens, à mon avis, soient plus clairs sur les objectifs et les attentes qu'ils ont et moins sensibles à ce type d'arguments. Sur la question de la convergence, je pense qu'effectivement, il faut prendre en compte les aspects économiques et stratégiques, mais autant sur la convergence avec l'Ukraine, pour des raisons politiques, je pense qu'il y a des choses très importantes, autant s'il y a des pays qui ne veulent pas jouer le jeu dans une perspective politique de l'Union européenne, il n'y a pas de raison de se faire intimider par l'argument selon lequel ils vont aller voir les Chinois. Il ne faut pas intégrer des pays dont on se dit qu'on n'arrivera pas à trouver de solidarité politique avec eux. Voilà. Donc, c'est ça tout l'enjeu de l'élargissement, c'est d'arriver à repenser l'élargissement dans une perspective qui est plus simplement technique et économique, et qui doit intégrer les autres facteurs. Sur les communautés non-Union européenne, je ne sais pas, parce que qu'est-ce que pourrait gagner un pays des Balkans ou l'Ukraine à être dans un forum de discussion? Ce qui, par exemple, intéresse l'Ukraine dans l'adhésion à l'Union européenne, au-delà de la symbolique civilisationnelle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est aussi l'aspect fonctionnel. C'est-à-dire que si on fait partie de l'Union européenne, du marché unique, alors toute frappe sur l'Ukraine a des conséquences, ne serait-ce qu'économiques, très directes sur le reste de l'intégration européenne. Et donc, ça devient, toute menace, même sans parler de menace militaire, toute menace sur l'Ukraine devient une menace directe sur toute l'Europe. C'est la solidarité fonctionnelle qui est importante pour les Européens, pour les Ukrainiens. Et c'est pour ça que pour eux, c'est important la perspective de l'Union européenne, et pas simplement d'être dans un forum de discussion. Est-ce qu'on peut trouver, de façon temporaire, un forum de discussion qui remplace ou qui fasse le lien en attendant que ces pays soient prêts? J'ai tendance à être un peu plus pessimiste que Chloé, on en a déjà parlé. C'est que je pense que les organisations internationales, soit il y a un petit nombre d'États membres qui sont très volontaires pour aller dans une seule direction, et donc on peut avoir des institutions faibles, c'est-à-dire pas de règles très contraignantes en matière de prise de décision, pas d'instances supranationales fortes, soit on a beaucoup d'États membres très différents qui n'ont pas une vision très claire de la direction dans laquelle ils veulent aller, et là il faut qu'on ait des institutions fortes. Typiquement l'Union européenne avec les institutions de l'Union européenne. Avoir une organisation où il y a beaucoup de monde, des acteurs très différents qui vont du Royaume-Uni à l'Arménie, et en même temps des institutions faibles, c'est le cas de la communauté politique européenne aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas ce qu'aurait souhaité Chloé, mais c'est le cas de la communauté politique européenne aujourd'hui, forcément les résultats sont un peu faibles, et on l'a vu à la réunion à Prague, ils n'ont même pas été capables de faire un communiqué commun, parce que c'est très compliqué d'organiser un dialogue avec 44 États. Donc, moi j'ai tendance à penser que un schéma intermédiaire sera toujours un petit peu ambigu. Il faut penser vraiment la question de l'intégration européenne, parce que si c'est ça qu'intéresse ces États, mais effectivement, il faut avoir une perspective stratégique, comme dans toutes les autres politiques économiques désormais. C'est-à-dire on ne peut pas simplement penser en termes d'orientation technique, mais c'est déjà ce qu'on fait, puisque le statut de pays candidat qui a été donné à l'Ukraine n'a évidemment pas été donné sur une appréciation purement technique et économique de la chose. Une autre question ? Bonjour, merci d'être venu. J'avais une question. Est-ce que vous pensez, moi quand il y a eu cette invasion de l'Ukraine, je me suis dit que ça allait un peu réveiller d'autres endroits au monde où on a des violations justement de souveraineté ces pays. Bon, je pense dans un cas extrême la Corée du Nord, on a aussi parlé des Ouïghours, du Tibet ou encore d'autres États africains, etc. Et qu'est-ce qui explique selon vous que, contrairement à d'autres violations d'États qui sont dans le monde, etc., de souveraineté, il n'y a pas eu tant de changements de ça? Est-ce que vous pensez que c'est à l'Union européenne de faire ce régulateur mondial un peu de la violation de souveraineté de certains États? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne doit vraiment avoir ce statut sur la scène internationale? Ou une autre organisation qui doit continuer à le faire? Je pense à l'OTAN, par exemple.
Bonjour, merci pour votre conférence. Bon, moi, je vais poser une question beaucoup plus simple. Étant co-organisatrice avec un groupe d'élèves de 3e qui font partie du projet pays, donc Sciences Po et collèges, dans les collèges rêves. J'aimerais bien juste que si vous arrivez à expliquer un petit peu à nos collégiens la différence entre un bon européen et un mauvais européen. C'est pas très clair. Ça veut dire quoi un bon et un mauvais européen? Voilà, sur quelle base on se dit, voilà, ça c'est un bon européen. Vous l'avez dit tout à l'heure vous avez cité le président Zelensky, donc juste leur expliquer, ça veut dire quoi un bon européen et un mauvais européen. Voilà, merci. Sur votre question, madame, même si c'est pas moi qui ai remplacé le terme, je pense que c'était une façon de dire que il y a des pays qui, quand on s'émancipe totalement du modèle de civilisation européen et qu'on va contre lui, c'est-à-dire quand on ne respecte pas les droits individuels, la souveraineté populaire, quand on ne pense pas que l'économie doit être régulée pour redonner des droits sociaux aux travailleurs, enfin tout ce qui fait la particularité du mode de vie et du modèle européen. Et ben, quand on ne respecte pas ça, c'est à mon avis ça que je voulais dire quand on disait être un mauvais européen. Ne pas être capable non seulement de faire corps avec ce cœur de valeurs, de principes et d'institutions, mais aussi de les défendre. Et je pense que demain, l'objectif de la construction européenne et de l'Europe doit être de défendre ce mode de vie, ce modèle de civilisation qui est le sien, vis-à-vis du reste du monde, parce qu'elle est la seule à pouvoir le faire. Et donc c'est très important de pouvoir être d'accord sur ce qu'est ce mode de vie et sur ce que nous voulons défendre. Et on n'a pas vocation à s'étendre à des pays, comme par exemple la Serbie, qui vont contre ce combat-là, et qui sont quelque part des ennemis de l'intérieur. Voilà. Voilà comment on fait la dichotomie, pour moi. Sur la violation du droit international, est-ce que l'Europe a vocation à être une médiatrice de tous les conflits à travers le monde? Là où votre question est intéressante, c'est que on a entendu beaucoup de critiques, notamment de la part des pays du Sud, de dire « Ah oui, mais vous les Européens, vous vous indignez quand il s'agit de l'Ukraine. Par contre, quand il s'agit de tous les conflits en Afrique, en Asie, etc., on vous entend beaucoup moins. » Alors, déjà, il y a une raison un peu grégaire à cela, c'est qu'on a plus d'empathie pour ceux qui nous ressemblent et pour ce qui se passe à la porte de chez nous. Alors, ça se passe à notre porte, donc on va avoir plus d'attention. Ça, c'est humain. Mais en même temps, une façon de répondre à cette critique qui est légitime, par ailleurs, une critique légitime, c'est de justement assumer ce rôle dans le futur, c'est-à-dire de montrer que non seulement on ne tolère pas l'impérialisme à nos portes, mais qu'on ne le tolère nulle part ailleurs. Et ça, c'est indépassable si on veut être crédible et répondre à cette critique légitime que nous font les pays du Sud. Donc je pense que demain, l'Europe a vocation à être un phare mondial de la lutte contre l'impérialisme, et contre toute forme d'impérialisme d'ailleurs, pour essayer d'être une puissance de médiation dans tout un tas de conflits. Mais la ligne c'est une ligne de crête, parce qu'il ne faut pas non plus apparaître comme des gens interventionnistes qui voulons imposer nos valeurs, je ne sais pas, nos collèges. Par contre, il faut avoir une position sans concession où on condamne les impérialismes, ce que ne fait pas, par exemple, aujourd'hui, la Chine ou l'Inde. Ce sont des pays qui se disent anti-impérialistes et qui condamnent à juste titre, par exemple, les États-Unis quand ils vont intervenir en Irak sans mandat. Bah, il faut qu'ils le fassent aussi quand la Russie envahit l'Ukraine. Il faut être cohérent. Et nous, je pense qu'il faut être cohérent, voilà, dans la position, sans pour autant que ça veuille dire intervenir sur le terrain. Je pense qu'on n'a pas vocation à faire ça. Mais je pense que cette guerre est l'occasion aussi pour nous de nous rappeler que nous n'avons pas été toujours cohérents et que nous avons généré du ressentiment à travers le monde. Et là, on a l'occasion de nous amender. Merci beaucoup pour les questions. Juste très rapidement sur cette histoire de l'Europe et les conflits. Je pense que ce qui est intéressant aussi dans l'évolution actuelle, c'est que l'Union européenne n'est pas une organisation internationale
une enceinte de l'ONU qui doit envisager les choses en termes globaux. L'Union européenne est un acteur qui défend les intérêts des Européens dans le monde, exactement comme un État défend les intérêts de sa population. Donc forcément, on a un ancrage géographique et on a des intérêts qui sont ancrés géographiquement. On parlait tout à l'heure de l'autre important foyer de tension dans le monde autour du détroit de Taïwan, par exemple. Là, il y a plein d'États d'Asie de l'Est qui ont des visions convergentes avec les États européens. C'est sûr qu'ils n'ont pas la même mobilisation d'un point de vue économique ou militaire que les Européens sur ce qui se passe en Ukraine, même s'ils ont beaucoup de sympathie pour la cause ukrainienne. Et de même, demain, si Taïwan se fait envahir par la Chine, je peux déjà vous faire la prédiction que les Européens ne vont pas du tout avoir le même degré d'investissement pour soutenir Taïwan que ce qui se passe aujourd'hui pour l'Ukraine. Voilà, on est ancré géographiquement et donc forcément on a une attitude différente, ce qui n'est pas la même chose que la position politique qu'on a, puisque c'est ça qu'a évoqué Chloé. Ça, on peut être tout à fait cohérent avec la position politique, mais pas forcément avec les investissements qu'on a, parce que là il y a un peu la variable géographique. Le bon européen, ça me permet de revenir à la littérature, parce qu'en fait c'est une expression qui vient de Nietzsche, le bon européen. Et ça me permet de revenir à cette idée que je trouve intéressante, qui est de savoir qui est le bon européen. Il y a un texte qui est inédit dans l'anthologie que j'ai publiée, qui est un texte de Borges, donc un auteur argentin, et qui reprend ce concept du bon européen cité par Nietzsche, et il dit « les Européens ne sont pas de bons Européens ». Et il entend par là que les Européens, alors il parle dans les années 80, que les Européens sont encore trop français, trop allemands, trop ancrés dans un point de vue étroitement national, et qu'un bon Européen, donc si j'en crois la façon dont en creux il le définit, un bon Européen, c'est tout simplement un Européen qui pense en Européen, voilà, qui voit les choses à l'échelle européenne et qui se considère comme Européen. C'est à peu près ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce débat, souvent, des gens qui ne vivent pas en Europe, qui ne sont pas nés en Europe et qui n'y vivent pas, se sont considérés historiquement comme de meilleurs Européens que les Européens eux-mêmes. Et il y a une expression dans le texte de Borges que je trouve intéressante, qui est « Pour les Européens, c'est l'arbre qui cache la forêt. » Ils sont tellement ancrés dans l'Europe qu'ils ne voient pas son unité extérieure. Mais nous, dit-il, en parlant au nom des Argentins et des Sud-Américains de façon générale, il dit « Nous, depuis l'autre bout du monde, nous voyons l'Europe mieux qu'eux-mêmes. » Voilà. Donc, c'est ma réponse sur le bon Européen. Le bon Européen, c'est celui qui pense en Européen, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui est d'Europe. Alors, on va devoir conclure cette conférence, puisqu'on arrive au terme, il est presque midi, donc vous pouvez applaudir chaleureusement et les remercier. Sur vos chaises un tout petit moment, puisque vous venez de vous faire passer quelques informations pour le Parlement européen.